J'ai le plaisir de vous présenter Hélène Morlon qui va nous donner le séminaire d'aujourd'hui sur pourquoi certains groupes d'espèces se diversifient plus ou moins. Hélène est directrice de recherche au CNRS, elle est basée à l'ENS et a fait des travaux remarquables sur la diversification des espèces. Bonjour à tous, merci Tatiana pour l'introduction. Donc effectivement, je vais continuer à vous parler de diversification et de pourquoi certains groupes d'espèces diversifient plus ou moins rapidement que d'autres. Et donc pour reprendre cette diapositive qu'on a vue maintenant pas mal de fois, donc on a une diversité énorme d'espèces sur Terre. Mais donc l'autre caractéristique de cette biodiversité, du nombre d'espèces qu'on voit sur Terre, est qu'elle n'est pas répartie de manière homogène. Elle n'est pas répartie de manière homogène sur la Terre, et ça sera quelque chose qui sera abordé dans le cours suivant. Elle n'est pas répartie de manière homogène non plus à travers les groupes d'espèces. Donc ce n'est pas comme si tous les groupes d'espèces étaient riches. Et pour prendre un exemple marquant, donc, il y a l'exemple du sphénodon. Dans le groupe frère, c'est le groupe des squamates, donc qui a divergé il y a 252 millions d'années. Et il y a une seule espèce de ce groupe qui est en vie aujourd'hui, donc c'est le sphénodon, ou aussi connu comme Tuitara. Et donc on a cette grande hétérogénéité entre donc, un groupe qui a divergé il y a 252 millions d'années. L'un des groupes a donné naissance à 10 000 espèces présentes sur Terre aujourd'hui, et l'autre une seule. Donc pour se mettre à un niveau taxonomique plus restreint, si on parle de notre groupe, le groupe des mammifères, on a également cette grosse divergence avec énormément de rongeurs et en comparaison, le groupe par exemple des primates, celui auquel nous appartenons, qui est beaucoup moins diversifié. Et donc, cette différence de diversité entre groupes d'espèces, on la voit aussi de manière spatiale, donc avec certaines zones de la planète, comme les zones tropicales, qui sont beaucoup plus concentrées en espèces que d'autres régions de la planète. Et donc, si on veut essayer de comprendre en fait cette même question, pourquoi autant d'espèces sur Terre et pourquoi certains groupes d'espèces sont-ils plus riches que d'autres, il faut retourner un peu en arrière et penser à tous les événements qui génèrent la diversité actuelle. Et donc, ces événements, ce sont des événements de spéciation, donc la spéciation dont vous avez beaucoup entendu parler ce matin dans le cours de Tatiana, et également les événements d'extinction. Donc, c'est vraiment la balance entre événements de spéciation et événements d'extinction au cours de l'évolution des groupes d'espèces qui va expliquer le niveau actuel qu'on peut observer en richesse, qu'on peut observer dans les groupes que l'on voit aujourd'hui sur Terre. Donc dans ce contexte-là, dans l'idée de vouloir comprendre pourquoi un certain nombre d'espèces aujourd'hui dans un groupe donné, il y a des paramètres, des taux biologiques qui sont extrêmement importants. Donc c'est le taux de spéciation, dont je vais pas mal parler aujourd'hui. Donc là on ne parle plus de comment la spéciation se passe, mais à quel taux, combien d'événements de spéciation y a-t-il par million d'années, par lignée, à quelle vitesse est-ce que ce processus se produit. Le taux d'extinction, donc combien d'événements d'extinction, pareil, par million d'années, par lignée, se produisent en moyenne. Et donc, ce qui va pouvoir expliquer les différences en niveau d'espèces, de groupes d'espèces données, c'est les différences d'âge des groupes. On peut imaginer que des groupes qui sont plus anciens, on va avoir plus le temps de diversifier, mais à âge égal, des différences dans le taux net de diversification, donc qui est la différence entre taux de spéciation et taux d'extinction. Donc si on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des taux de diversification plus ou moins élevés dans certains groupes, on peut essayer d'avoir une idée de pourquoi il y a autant de différences d'espèces entre les groupes. Donc, si on reprend l'exemple marquant des squamates et des tuatars, donc qui ont le même âge, donc ce sont des groupes sœurs avec des différences d'espèces très marquées, on peut se poser donc la question, est-ce que le groupe qui a amené à la tuatara aujourd'hui, est-ce que simplement il n'y a pas eu d'événement de spéciation, donc ces processus dont on a parlé, c'est un groupe qui, pour des raisons ou pour d'autres, ne spécifie pas. Ou est-ce que c'est un groupe qui a été riche à un moment donné, mais il y a eu énormément d'événements d'extinction, et finalement, aujourd'hui, il y a un seul survivant de ce groupe qui peut-être était riche à un moment donné. Alors, dans le cas des tuatara, il se trouve qu'on a un registre fossile existant et qu'il y a certaines preuves venant du registre fossile que ce groupe aurait été assez divers à un moment donné de son histoire et qu'il a subi pas mal d'événements d'extinction.
Et donc, c'est effectivement une des façons dont on peut retracer en fait les histoires de spéciation et d'extinction qui expliquent la diversité actuelle des groupes. C'est par l'examen du registre fossile. Et il y a pas mal de groupes d'espèces pour lesquels on peut le faire, mais également énormément de groupes d'espèces et plus de groupes d'espèces pour lesquels il n'y a pas vraiment de registre fossile qui permettent d'estimer les taux de spéciation et d'extinction au cours du temps. Et donc, on est obligé en fait, d'avoir recours à d'autres méthodes. Et donc, nous, c'est le type de méthode qu'on développe plutôt dans mon groupe, qui sont basées sur les espèces actuelles et sur des données qu'on peut collecter aujourd'hui sur Terre à partir de ce qu'on appelle les phylogénies d'espèces, donc ces arbres donc, que vous avez déjà pu certainement voir, donc, qui retracent l'histoire évolutive de l'ensemble des mammifères ou l'ensemble des amphibiens, oiseaux, poissons, etc. Donc on a de plus en plus de données de ce type qui sont mises en place et de grosses initiatives mondiales pour essayer de mettre l'ensemble des espèces actuelles sur un seul arbre unique. Et donc c'est des données qui nous permettent d'avoir une autre façon de retracer les événements de spéciation et d'extinction au cours du temps. Donc je pense passer un peu de temps à mieux expliquer exactement ce qu'est une phylogénie. Donc d'abord ce qu'elle représente. Donc une phylogénie, donc c'est un arbre dont les feuilles sont les espèces actuelles et dont les nœuds vont représenter l'ordre et les temps auxquels il y a eu des divergences entre les espèces ancestrales et deux espèces filles. Donc ce sont en fait tous ces événements de spéciation dont on a pu entendre parler ce matin, donc qui sont représentés sur cette phylogénie, sauf qu'on a juste les événements de spéciation qui ont amené à des espèces qui sont vivantes aujourd'hui. Et donc, on peut reconstruire ces arbres. Donc, ces arbres ne sont pas directement observés dans la nature, il faut les reconstruire. Et on peut les reconstruire à partir de données moléculaires, parfois de données également morphologiques, avec l'idée que plus on a des séquences d'ADN ou des morphologies qui sont proches, et plus on va avoir des distances dans cet arbre qui sont proches. Donc, l'arbre représente les différences, soit moléculaires, soit phénotypiques, entre espèces actuelles. Et on peut comme ça reconstruire la hiérarchie des branchements qui amènent aux espèces actuelles. Ensuite, la similarité en séquence permet de construire cette hiérarchie, donc la topologie de l'arbre. Et ensuite, il s'agit également de le dater pour savoir à quelle période il y a eu divergence d'une espèce ancestrale entre deux espèces filles. Et donc ça, on peut le faire avec à la fois quelques calibrations fossiles. Donc si on a certains fossiles qu'on peut dater et qu'on peut inclure dans l'arbre, ça permet de fixer certains nœuds, en fait, de dire ce nœud-là a eu lieu entre tant et tant millions d'années. Et ensuite, on peut utiliser ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, donc qui et en fait, plus ou moins un taux, alors cette fois pas un taux de spéciation ou d'extinction, mais un taux de substitution, donc de fixation de certaines mutations dans les populations, donc on peut utiliser différentes horloges, des horloges qu'on peut appeler fixes, donc on va faire l'hypothèse que le même taux d'évolution a lieu sur toutes les lignées, ou on peut aussi avoir des modèles qui permettent de relâcher cette hypothèse et de prendre en compte le fait que l'horloge peut varier entre lignées, mais globalement, en utilisant des contraintes fossiles et cette information moléculaire, on arrive à dater les temps de divergence entre espèces. Donc une fois qu'on a ces données phylogénétiques, donc on a un arbre d'espèces actuelles qui est daté, donc c'est l'arbre là qui est à droite, que j'appellerai phylogénie reconstruite, on peut à l'aide de modèles mathématiques, de modèles stochastiques qui modélisent en fait l'arrivée d'événements de spéciation et d'extinction et d'outils statistiques qui permettent en gros d'ajuster ces modèles stochastiques aux données, donc les phylogénies reconstruites, on arrive à estimer les taux de spéciation et d'extinction. Donc, ce que je vous disais, ces taux de spéciation et d'extinction qui sont fondamentaux pour comprendre les niveaux de diversité des groupes actuellement, peuvent être des fois reconstruits avec les données fossiles. Quand on n'en a pas,
à partir des données moléculaires, on peut reconstruire ces arbres d'espèces qui, en utilisant des modèles, peuvent être utilisés pour obtenir ces vitesses des taux de spéciation et d'extinction. Donc ça, c'est quand même assez puissant, puisque, comme le disait Tatiana, étudier la spéciation et l'extinction, ce sont des événements qui apparaissent une fois tous les millions d'années sur des milliers de lignées. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut observer directement, qu'on peut mesurer directement au laboratoire, donc il faut vraiment avoir des méthodes pour pouvoir les inférer, les estimer, et donc on a recours à ces modèles qu'on ajuste à des données réelles. Donc, alors ça, on pourrait se demander, mais comment est-ce que c'est possible finalement avec des phylogénies qui sont reconstruites avec les espèces actuelles, donc toutes les espèces éteintes sont absentes de ces arbres, donc comment est-ce qu'on peut avoir une information sur l'extinction alors que ces événements d'extinction en fait ne sont pas présents dans les données que l'on observe. Donc là, c'est ce qui est représenté sur ce schéma-là, hein. On a un processus où il y a à la fois des événements de divergence, de spéciation, des événements d'extinction. Tous ces événements-là, en fait, ne sont pas observés quand on reconstruit une phylogénie actuelle. Mais ce qui se passe, c'est que les événements d'extinction en fait, laissent un signal dans cette phylogénie. Donc, de manière stochastique, de manière probabiliste, on ne va pas s'attendre à avoir une même forme ou une même distribution des temps de divergence sur un arbre qui n'a pas subi d'événements d'extinction que sur un arbre qui en a suivi. Donc, ça, c'est ce qui est illustré dans ce diagramme-là, où on voit en fait, donc si on regarde dans un modèle théorique comment le nombre d'espèces s'accumule au cours du temps. Dans un modèle où il n'y aurait pas d'extinction, on aurait une croissance exponentielle du nombre d'espèces. Donc là, sur une échelle log, on voit une croissance qui apparaît linéaire, donc exponentielle linéaire sur une échelle log qui serait exponentielle sur une échelle linéaire. Les événements d'extinction, eux, vont avoir pour effet en fait, de générer comme s'il y avait une accélération ici de l'accumulation des lignées au cours du temps. Donc on va avoir des événements de divergence qui sont plus récents par rapport à ce qu'on aurait s'il n'y avait pas d'événements d'extinction. Et en gros, ça se passe parce que vers le présent, les espèces qui vont s'éteindre ne sont pas encore éteintes. Donc là, dans le passé, on a une accumulation des lignées qui correspond au taux net de diversification, donc le taux de spéciation moins le taux d'extinction. Et vers le présent, on a une accumulation des lignées qui correspond plutôt au taux de spéciation. Et donc, on arrive comme ça, en fait, à retirer le signal de l'extinction qui est présent dans les phylogénies reconstruites. Donc ça, c'est un peu l'intuition derrière le type de modèle et ce qu'on fait pour avoir une estimation de ces taux. De manière plus robuste, de manière statistique, ce qu'on fait, donc ce qui est souvent des approches qu'on appelle des approches par maximum de vraisemblance. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule mathématiquement une fonction qu'on appelle la vraisemblance, qui en gros représente la probabilité d'observer certaines données sous un modèle donné et selon des paramètres donnés. Donc, et ensuite, on va trouver les paramètres qui maximisent cette fonction. Donc en gros, on va trouver les paramètres qui maximisent la probabilité d'observer les données qu'on observe aujourd'hui. Donc on a des données, on a des modèles, et on arrive à comparer le support des modèles, donc savoir lequel est plus probable étant donné les données qu'on observe aujourd'hui, et quels sont les paramètres les plus probables, étant donné les données qu'on observe aujourd'hui. Donc on arrive à estimer ces taux qu'on n'arrive pas à observer de manière directe au laboratoire, à partir de données actuelles, en utilisant donc, les modèles stochastiques et cette approche statistique par maximum de vraisemblance, qui nous permet d'estimer les taux de spéciation et d'extinction. Donc ça, c'est le principe général qui a été introduit dans les années 90. Ce n'est pas il y a si longtemps, mais c'est quand on a commencé en fait, à reconstruire des phylogénies moléculaires. Et depuis, il y a eu pas mal de progrès qui ont été faits pour développer ces modèles et donc passer de modèles où on avait des taux de spéciation constants et homogènes entre lignées à des modèles où on peut estimer comment les taux ont varié au cours du temps. Donc là, par exemple, c'est une estimation des taux de diversification chez plusieurs groupes de mammifères au cours du temps, où on voit qu'il y a une accélération des taux après la crise crétacé-tertiaire, donc quand il y a eu l'extinction des dinosaures et pas mal de libération de niches écologiques. Ici, des modèles qui permettent d'estimer comment les taux ont varié aussi
entre lignées. Donc en gros, cette question qu'on se posait au début, alors pour l'instant on n'en est pas encore à pourquoi certains groupes d'espèces diversifient plus ou moins vite que d'autres, mais on voit que certains groupes d'espèces diversifient plus ou moins vite que d'autres, donc on a des taux qui sont hétérogènes entre lignées, ce qui peut expliquer les différences du nombre d'espèces entre lignées. Donc là, ce que vous voyez, c'est le résultat d'un ajustement d'un modèle comme ça de naissance-mort avec des taux qui peuvent varier entre lignées sur une phylogénie d'oiseaux. Et les couleurs représentent les taux de spéciation, donc en événements par million d'années par lignée. Donc vous voyez en gros l'ordre de grandeur de ces événements. Ça peut aller de 0,01 événements de spéciation par million d'années par lignée à jusqu'à environ un événement de spéciation par million d'années par lignée. Donc on voit qu'on peut avoir 2 ordres de grandeur de variation de ce taux sur une simple phylogénie d'oiseaux. Donc on ne parle pas de comparaison entre champignons et mammifères où on est juste au niveau d'une phylogénie d'oiseaux et on voit qu'on peut avoir 2 ordres de grandeur de différence de variation de ces taux. C'est la même chose qui est représentée ici avec donc, les taux de spéciation. Donc là, c'est une phylogénie d'une famille particulière d'oiseaux. Et là, on a la distribution de ces mêmes taux pour l'ensemble de la phylogénie des oiseaux, où là, on voit qu'on a une variation qui peut être même de 3 ordres de grandeur de différence entre les taux de spéciation de différentes lignées. Donc, effectivement, sur cette idée de est-ce qu'il y a des différences de diversification entre groupes d'espèces, oui, on a certains groupes d'espèces qui peuvent avoir beaucoup plus d'événements de spéciation que d'autres. Après, il y a également donc, la question, ce qu'on disait, c'est la richesse d'aujourd'hui, c'est la balance entre taux de spéciation, taux d'extinction. Donc on peut regarder aussi ce qui se passe sur les taux d'extinction. Donc là, on a un exemple où on a ajusté certains modèles de diversification à la phylogénie des cétacés avec différents modèles qui sont ajustés à différentes parties de la phylogénie, différentes familles de cétacés. En trait plein, on a une estimation des taux de spéciation au cours du temps et en trait pointillé, une estimation des taux d'extinction. Donc là, on voit sur ces 3 groupes ici que on a des taux d'extinction assez faibles, avec des taux de spéciation qui sont soit constants, soit un ici qui décroît au cours du temps. Et là, on voit qu'on a 2 groupes où on a des taux d'extinction en comparaison qui sont beaucoup plus élevés, ici qui sont constants ou ici qui augmentent au cours du temps. Et donc ça, on peut voir en fait ce que ça a comme effet sur l'estimation de comment la diversité a varié au cours du temps. Donc ce que je disais, les niveaux en richesse spécifique aujourd'hui résultent de cette balance entre événements de spéciation et d'extinction. En fait, on a une formule mathématique qui nous permet vraiment de relier taux de spéciation et taux d'extinction à la diversité telle qu'elle a varié au cours du temps, donc vraiment de relier ces aspects richesse et taux de manière mathématique. Et donc quand on traduit ça sur les données des cétacés dont je viens de parler, donc on voit que sur ces 4 groupes qui ont des taux d'extinction faibles, en fait, ce qui va expliquer la différence de diversité aujourd'hui, donc des groupes de cétacés, là on a ces 4 groupes-là, la différence ici est expliquée soit par une différence d'âge des groupes ou par une différence dans leur taux de spéciation. Donc il y en a qui ont des taux de spéciation plus élevés, ici donc en particulier celui-là vers le passé récent, donc qui explique les différences de diversité entre espèces. Et pour les 2 autres groupes, par contre, ce qu'on a, c'est ici, donc à l'origine des groupes, un taux net de diversification qui est positif, donc une croissance, une accumulation de la diversité en espèces de ces groupes. Et puis, vers moins 25 millions d'années, il y a un changement où on a des taux d'extinction qui sont plus élevés que les taux de spéciation. Donc là, on passe à un taux net de diversification qui est négatif. Donc il n'y a plus d'accumulation d'espèces. Au contraire, il y a une disparition des espèces. Donc il y a une diminution de la diversité globale. Et donc ici, on se retrouve dans des cas où on a 2 groupes qui sont assez pauvres aujourd'hui, mais qui sont en gros ce qui reste d'un passé qui, à un moment donné, a été très diversifié. Donc là, on a vraiment les deux exemples de groupes d'espèces
dont la diversité est expliquée principalement par des différences de taux de spéciation, et là 2 groupes où les taux d'extinction jouent un rôle majeur dans l'explication de la diversité actuelle. Donc bon, là, je vous ai montré des courbes de diversité dont on a l'impression que on peut les reconstruire avec certitude. Alors, vous imaginez bien qu'entre les incertitudes qu'on peut avoir au niveau de la reconstruction phylogénétique, au niveau de la datation, au niveau des hypothèses qu'on fait dans les modèles, etc., il y a pas mal d'incertitudes sur la reconstruction de ces courbes. Donc, quelque chose qu'on peut faire, c'est au moins prendre en compte l'incertitude qu'on peut avoir sur cette reconstruction en ayant une approche plus probabiliste, et au lieu de reconstruire de manière déterministe le nombre d'espèces à partir des taux estimés de spéciation et d'extinction, on peut le reconstruire de manière probabiliste et obtenir en fait toute une distribution, obtenir la probabilité que le nombre d'espèces à un temps t donné était égal à un certain nombre. Donc on essaie plus d'avoir on essaie d'avoir plus de prise en compte de l'incertitude autour de ces estimations. Mais on voit qu'on peut encore reconstruire certaines courbes telles que celles que j'ai montrées sur d'autres groupes. Donc là, c'est le cas de familles de batraciens, donc qui sont en fait aujourd'hui composés principalement de ce qu'on appelle les néobatraciens, donc qui sont très divers et qui sont un groupe qui a divergé à partir des archéobatraciens qui aujourd'hui donc sont plus anciens mais sont beaucoup plus pauvres que les néobatraciens. Et donc il y a eu toujours ce questionnement dans la littérature de est-ce que les archéobatraciens ont toujours été un groupe assez pauvre, ou est-ce qu'il y a eu un remplacement à un moment donné de ce groupe-là par le nouveau groupe qui a eu un succès évolutif plus important. Dans le cas des batraciens, on n'a pas tellement de données fossiles en fait, pour répondre à cette question-là. Et donc nous, ce qu'on voit en utilisant le type de modèle que je vous ai montré sur le groupe des archéobatraciens, c'est que on a une grosse incertitude sur la reconstruction de la diversité au cours du temps, comme on pourrait s'y attendre, mais il y a quand même un signal de ce qu'on peut appeler un phénomène de boom et bust de la diversité, donc c'est-à-dire qu'il y a eu une croissance puis une décroissance de la diversité avec un pic qui a eu lieu il y a moins 190 millions d'années, donc avant, au moment de l'apparition des néobatraciens, donc avec plus l'idée qu'à un moment donné, ce groupe-là était également riche, mais il y a eu une grosse disparition des espèces et un remplacement de ce groupe-là par les néobatraciens. Donc, de manière récente, ce modèle que j'ai montré a été automatisé par un étudiant en thèse à Montpellier. Donc, il a pu appliquer le modèle sur un beaucoup plus grand nombre de groupes. Et on voit en fait que ce phénomène-là, où on voit à la fois des groupes où la diversité est principalement expliquée par des différences des taux de spéciation, il y a ces groupes-là, mais il y a également pas mal de groupes où l'extinction a eu un rôle majeur pour créer la diversité qu'on voit aujourd'hui. Et ici, donc, ces deux exemples en particulier donc, sur un groupe de papillons, les parnassinées, et les cycades dont des études récentes ont plutôt suggéré qu'il y a eu des diversifications rapides de certains groupes récents, et il semble plutôt en fait qu'il y avait eu, d'après nos modèles, une plus grande diversité dans le passé qui a subi un grand déclin. Donc, ça, c'est pour illustrer qu'il y a vraiment ces deux phénomènes donc, qui peuvent expliquer des différences en nombre d'espèces aujourd'hui, à la fois des différences dans l'accumulation, la vitesse à laquelle de nouvelles espèces peuvent être générées, et également de grosses différences dans le fait que les espèces s'éteignent de manière massive ou pas dans l'histoire du groupe, qui explique la diversité actuelle. Donc ça, comme disait Tatiana, il y a toujours plusieurs niveaux d'explication en fait des processus ou des patrons que l'on voit. Donc ça c'est une première chose à faire quand on veut comprendre les différences en espèces de groupes d'espèces données, donc comprendre leurs différences entre taux de spéciation et d'extinction et comment ils ont évolué au cours du temps. Mais après, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que certains groupes d'espèces spécient vite, d'autres moins vite? Pourquoi est-ce que certains groupes d'espèces
s'éteignent de manière massive et d'autres semblent plus subir moins d'événements d'extinction. Et donc pour expliquer ces variations des taux de spéciation et d'extinction, il y a des grandes familles de théories qui sont avancées. Et donc en particulier, il y a ce qu'on peut appeler toutes les causes extrinsèques, donc qui sont liées à l'environnement. Et donc dans l'environnement, il y a soit l'environnement abiotique, donc qui inclut pas les autres espèces, mais donc qui inclut tout ce qui peut être variation climatique, variation du contexte géologique, donc tous les facteurs abiotiques dont vous pouvez imaginer qui peuvent avoir une influence sur les taux de spéciation et d'extinction. Et il y a également tout l'environnement biotique, donc, qui est constitué par les autres espèces qui sont en interaction avec le groupe qu'on étudie, donc, en particulier tous les processus de compétition entre espèces qui peuvent avoir un effet sur leur taux de spéciation et d'extinction, ou encore des interactions de type mutualiste et antagoniste, telles que les interactions de type plante-pollinisateur, plantes herbivores, etc. Et pour tout ce qui est processus intrinsèque, on peut aussi imaginer en fait tous les traits des espèces qui peuvent avoir une influence sur leur taux de spéciation ou d'extinction. Donc on peut en particulier penser à tous les traits qui ont un effet sur les modes de reproduction, donc qui vont directement potentiellement affecter les processus de spéciation, des traits d'histoire de vie, des capacités de dispersion qui vont moduler par exemple la capacité à former de l'isolement reproducteur ou d'autres aspects qui influent sur les événements de spéciation ou d'extinction. Donc, de la même façon qu'il y a eu un effort théorique et des modélisateurs pour arriver à mieux quantifier comment les taux de spéciation et d'extinction varient entre lignées, il y a eu également un effort pour développer des modèles qui permettent de tester ces hypothèses. Donc, quels sont les paramètres environnementaux du passé qui potentiellement ont influencé sur les taux de spéciation et d'extinction? Quelles sont les variables, les interactions entre espèces qui ont pu influencer ces taux? Ou quels sont les traits des espèces qui ont pu influencer les taux de spéciation et d'extinction? Donc là, ce schéma qui est là, c'est un schéma qui représente les modèles qui permettent de tester si un certain trait spécifique des espèces peut influencer leur taux de spéciation et d'extinction. Donc si vous vous rappelez, j'avais présenté un modèle stochastique qui représente simplement les événements de spéciation et d'extinction au cours du temps. Là, en fait, ces événements de spéciation et d'extinction vont être typés, c'est-à-dire qu'ils vont dépendre de l'état de la lignée, qui peut être soit en état 0 ou en état 1. Donc vous pouvez penser à, je ne sais pas, moi, des espèces qui sont soit grandes, soit petites. Et donc cet état va modifier, va avoir une influence sur les taux de spéciation et d'extinction. Donc on peut avoir les taux de spéciation lambda 0 et lambda 1 qui sont différents, les taux d'extinction qui sont différents, et on a également des taux de transition d'un état à l'autre. Donc de la même façon, il y a des approches statistiques qui ont été développées pour ajuster ces modèles à des données actuelles. Donc on connaît la phylogénie et l'état actuel des espèces. Et donc ça permet de tester est-ce qu'il y a des traits spécifiques des espèces qui influencent les taux de spéciation et d'extinction. Donc pour illustrer ça, j'ai repris un exemple dont vous avez entendu parler avec Tatiana, donc le cas de la reproduction sexuée, dont on peut se demander pourquoi le sexe, donc pourquoi sont-ils maintenus. Et donc il y avait cette hypothèse qui a été avancée, comme quoi ça peut être un phénomène de sélection au niveau des espèces qui explique le fait qu'on voit toujours, qu'on a des espèces sexuées. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que, donc, par exemple, il y a des transitions à la clonalité qui sont fréquentes, parce que, donc, comme l'a expliqué Tatiana, il y a des avantages à être une espèce clonale qui sont considérables en termes de fitness. Donc il y a ces transitions évolutives qui arrivent de manière assez fréquente vers la clonalité, mais par contre, les espèces clonales peuvent avoir des taux d'extinction beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est ce qui a été montré en fait par une application de ce modèle que je vous montrais donc sur une famille de plantes ici.
dont on a des espèces compatibles et des espèces qui sont self-compatibles, donc des espèces clonales, enfin, qui pourraient être, et des espèces sans sexe, et des espèces qui ne sont pas compatibles, donc des espèces sexuées. Et donc là, on a, pour les espèces qui sont incompatibles, l'estimation de leur taux de spéciation et d'extinction, et pour les espèces qui sont self-compatibles, leur estimation de ce taux de spéciation et d'extinction. Donc ce qu'on voit ici, en tout cas l'estimation donnée par ces modèles, serait qu'on a à la fois des taux de spéciation et d'extinction plus élevés pour les espèces clonales, mais que par contre, il y a une différence entre taux de spéciation et d'extinction qui est plus élevé pour les espèces qui sont sexuées, avec au final un taux net de diversification beaucoup plus élevé pour les espèces sexuées. Donc cette même idée qu'il y a une transition fréquente vers la sexualité, là c'est ce taux de transition qu'on voit ici, mais les espèces sexuées ont des taux de diversification plus élevés, ce qui fait qu'on va maintenir le sexe au niveau macroévolutif, donc par un effet de sélection des espèces. En tout cas, c'est une hypothèse ici qui, par application de ce modèle, tient la route. D'autres exemples, donc ici c'est un exemple qu'on a fait dans mon groupe, où on a regardé l'effet du comportement migratoire des oiseaux sur leur taux de spéciation et d'extinction, et où on a séparé en fait des événements de spéciation qu'on appelle symétriques, donc c'est-à-dire que les deux espèces sœurs vont hériter du comportement de leurs parents, c'est-à-dire que s'ils étaient migratoires, elles vont également être migratoires, ou si l'espèce ancestrale était sédentaire, les deux espèces sœurs vont également être sédentaires. Ou des cas où on a une spéciation asymétrique, c'est-à-dire que là, on va pouvoir passer d'un état ancestral migratoire à deux espèces sœurs dont l'une est migratoire et l'autre est sédentaire, et vice-versa. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que donc on a un taux de spéciation asymétrique qui est important chez les espèces migratoires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements de spéciation qui vont aboutir à... Non, je ne veux pas l'éteindre maintenant, merci. Donc il y a beaucoup d'événements de spéciation qui vont aboutir à la genèse, si on peut dire, d'une espèce migratoire et d'une espèce sédentaire, donc d'où le titre, donc le fait que des espèces migratoires donc vont devenir en fait sédentaires. Une sous-population d'une espèce migratoire va devenir sédentaire, et a priori un mécanisme qui génère pas mal de diversité chez ces groupes d'oiseaux, avec du coup un taux net de diversification chez les espèces migratoires qui se trouve être plus élevé que chez les espèces sédentaires. Donc ça, c'est pour illustrer un petit peu le type de traits spécifiques aux espèces. Donc on a pu voir soit des modes de reproduction, soit des comportements tels que la migration, mais on peut penser à énormément d'autres traits spécifiques des espèces qui peuvent avoir une influence sur leur taux de spéciation et d'extinction. Donc maintenant, je vais illustrer plutôt des types de modèles qui permettent de tester si certains facteurs abiotiques du passé, tels que des changements environnementaux, ont pu influencer ces taux de spéciation et d'extinction. Donc d'abord, il y a pas mal d'hypothèses dans la littérature sur pourquoi est-ce que des conditions climatiques particulières peuvent influencer les taux de diversification. Donc, la température, en gros, ça affecte la biologie par tout un tas de différents processus, et en particulier, donc, ça a un effet sur les taux métaboliques, sur les tailles des organismes et sur la productivité. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut penser que des variations du climat, donc des températures plus ou moins chaudes autour des temps géologiques, peuvent influencer beaucoup de processus qui potentiellement peuvent rétroagir sur les taux de spéciation et d'extinction. Donc on peut essayer de
d'en regarder certains, hein. Mais donc, bon, il y a cette hypothèse du taux métabolique, donc, selon lequel, dans des climats plus élevés, on peut avoir des taux métaboliques plus élevés qui vont générer des taux de mutation plus élevés qui, par ricochet, en fait, vont permettre en fait, à plus d'événements de spéciation d'avoir lieu. Il y a aussi cette hypothèse à travers les tailles des organismes. Donc c'est quelque chose qui est observé que dans les périodes géologiques chaudes, on tend à avoir une évolution vers des tailles d'organismes plus faibles, donc, qui sont également corrélées à des temps de génération plus faibles, des tailles de population plus élevées et là encore potentiellement du coup un effet positif sur les taux de spéciation. Et enfin, donc, cette hypothèse de la productivité, où on tend à avoir des écosystèmes plus productifs à température élevée, avec une augmentation potentielle des nombres de niches écologiques qui peuvent également avoir une influence sur les taux de spéciation. Alors, il faut savoir que chacune de ces petites flèches-là sont que des hypothèses, et des hypothèses qui sont travaillées par les scientifiques une à une, hein, de tester est-ce qu'on peut effectivement avoir un effet de la température. Alors, il y a certains, l'effet sur les taux métaboliques et l'effet sur les tailles de population et les productivités qui sont avérées, mais ensuite, en fait, toute la chaîne de réaction là sont toutes des chaînes qui sont testées de manière active. Et donc, nous, en gros, on essaye de tester déjà quel est le lien ou quelle est la corrélation entre variation des températures d'un point de vue géologique et variation des taux de spéciation sur des échelles de temps macroévolutives. De la même façon, on peut émettre un ensemble d'hypothèses sur pourquoi des niveaux de température différents peuvent aboutir à des taux d'extinction différents. Donc, je ne vais pas détailler encore une fois tous ces effets potentiels. Mais donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de relier par des modèles stochastiques, de voir comment les taux de spéciation et d'extinction ont pu varier en fonction de certaines variables environnementales mesurées. Donc, par exemple, les niveaux de température dans le passé, dont on peut avoir une estimation à l'échelle globale, en tout cas assez précise, avec des approches isotopiques. Donc, pour faire ce type de test, on met en place des modèles où les taux de spéciation et d'extinction peuvent être écrits de manière paramétrique en fonction de ces variables environnementales, et on va tester est-ce que des modèles où il y a effectivement une dépendance des taux aux variables environnementales sont supportés par rapport à des modèles où on n'a pas de telle dépendance, et quel est le type de dépendance. Donc, une application de ces modèles. Ici, on a appliqué ces modèles à un ensemble de phylogénies de tétrapodes. On a comparé tout un tas de modèles où on a soit des taux de diversification qui sont constants, des modèles où on a des taux de diversification qui varient au cours du temps, qui peuvent dépendre de la diversité ou de la température du passé, avec plusieurs formes potentielles de dépendance des taux à la température dans le passé. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a alors pas de manière systématique, mais assez souvent, pour un nombre significatif de phylogénies, ce modèle ici, là, qui est en rouge, qui supporte l'hypothèse qu'il y aurait un effet des niveaux de température du passé sur les taux de spéciation. Et là, on voit que quand il y a le support pour un tel modèle, le support est un modèle et pour un modèle où il y a une dépendance positive des taux aux températures du passé, c'est-à-dire qu'on a des taux de spéciation plus élevés pendant les périodes géologiques chaudes, donc qui est l'hypothèse un peu qui avait été avancée, que l'on réfléchisse, ce soit en termes d'effets métaboliques, d'effets de la productivité ou d'effets sur les tailles des organismes. Et donc cet effet des températures, comme on a une décroissance, enfin un refroidissement de la Terre au cours du Cénozoïque, alors je ne parle pas du passé très récent, mais au cours du Cénozoïque, on a globalement un refroidissement de la Terre. Cet effet de la température peut générer une décroissance des taux de spéciation au cours du temps. Alors, je vais passer sur cet exemple-là parce que je me rends compte que je passe pas mal de temps et j'aurais aimé parler d'autres choses.
Donc, vous parlez en particulier de l'autre était un autre exemple en fait d'application de ces modèles sur un autre groupe sur des planctons océaniques. Donc, c'est juste une autre illustration. Et donc, ensuite, ce dont je voulais vous parler, c'est l'état dans lequel on est d'avancement du type de ce travaux pour tester non plus les effets des environnements passés, des environnements abiotiques, mais des interactions entre espèces. Et en particulier, donc, il y a pas mal d'hypothèses évolutives qui mettent en avant soit l'effet de la compétition, hein, comme dans le cas des pinsons de Darwin, ou donc sur l'évolution des becs, la divergence des espèces par effet compétitif, en particulier sur l'utilisation des ressources telles que les graines. Ou donc d'autres types d'interactions de type antagoniste ou mutualiste, où donc par exemple il y a l'hypothèse qui s'appelle échapper et radier, donc selon laquelle le fait d'arriver à échapper à certains herbivores va permettre en fait ensuite des radiations importantes des groupes d'espèces. Et donc, pour en fait, tester ce type d'hypothèse, il y a pour l'instant assez peu de modèles. Les modèles sont très peu élaborés. Et donc, on a eu recours en fait, un peu à de grosses hypothèses ou de grosses raccourcis, on va dire, verbaux. Donc, en particulier donc, dans la théorie de la radiation adaptative, par exemple, donc, ce qui a été fait d'un point de vue macroévolutif, c'est de dire que on s'attend à ce que s'il y a de la compétition interspécifique importante qui est à l'origine un petit peu de ces radiations évolutives, alors on devrait voir des taux de spéciation élevés à l'origine des clades quand les niches les niches écologiques sont libres, et petit à petit, au cours de l'évolution du groupe, quand les niches écologiques sont plus remplies et qu'il y a plus cette possibilité de radier de manière adaptative dans des niches écologiques différentes, on va avoir une réduction des taux de spéciation. Et donc, comme on avait à disposition des modèles qui permettent de tester si on a une diminution des taux de spéciation au cours du temps, c'est ce type de modèles qui ont été utilisés pour tester de manière indirecte cette théorie. Et en effet, enfin, ça vient aussi d'essayer d'expliquer en fait, quelque chose qui a été pas mal observé quand on ajuste les modèles macroévolutifs au phylogénie, c'est qu'on observe souvent une décroissance des taux de spéciation au cours du temps. Donc, c'est une explication qui a été donnée, c'est la marque en fait, de radiation adaptative où petit à petit, au cours du temps, il y a une saturation des niches écologiques. Et le seul, on va dire, autre modèle qui a été mis en place pour tester ce type d'effet, c'est un modèle qu'on appelle un modèle diversité dépendant, donc où le taux de spéciation va dépendre du nombre de lignées dans un groupe donné à un temps donné. Et on peut, de la même façon, en fait, comparer ce modèle diversité dépendant à d'autres types de modèles pour voir si, effectivement, il y a un support pour de la diversité dépendance, donc le fait que les taux de spéciation deviennent plus faibles quand on a un accroissement du nombre d'espèces dans un groupe donné. Donc nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est essayer déjà de développer des modèles, alors qui sont pour l'instant simplement des modèles de simulation, donc des modèles théoriques qui permettent de tester ces attendus-là. Donc est-ce que si on modélise un processus de radiation évolutive, est-ce qu'on s'attend effectivement à avoir une décroissance des taux de spéciation ? Et donc, quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des phénomènes de compétition génèrent une décroissance des taux de diversification au cours du temps ? Donc, je vais vous juste illustrer en fait ce modèle-là parce qu'il commence en fait à faire le lien entre la spéciation à l'échelle macroévolutive, donc tous les taux de spéciation dont je vous ai parlé, et les processus dont Tatiana a parlé, donc le processus de spéciation, en fait, comment est-ce qu'on génère de la spéciation. Donc là, on commence à aller un petit peu vers là, même si on en est encore bien loin, mais donc voilà un peu comment marche ce modèle. Donc on a des lignées qui sont caractérisées par un trait continu.
Donc il y a à certains moments ce qu'on peut appeler une initiation de la spéciation. Donc il va y avoir par exemple un processus de séparation allopatrique ou de la sélection disruptive qui va commencer, mais on n'a pas encore de nouvelles espèces. On a juste ce qu'on va appeler des lignées incipientes. Donc là on peut juste penser à deux populations qui ne sont pas encore vraiment des espèces, mais qui ont une cohésion, donc qui sont distinctes de l'autre population. Et donc, ce qui peut se passer, donc, on peut avoir soit un événement de spéciation qu'on va appeler, qui va être un succès. Donc, à la fin, on va avoir deux vraies espèces, hein, donc génération, vraiment un événement de spéciation. Ou on peut avoir également un processus incipient qui n'aboutit pas à une nouvelle espèce. Donc ici, parce que on a notre lignée incipiente qui s'est éteinte, mais on peut aussi avoir un processus on peut aussi avoir la spéciation qui ne va jamais avoir lieu parce qu'on n'a pas d'isolement reproducteur, donc on va également avoir des événements de spéciation qui n'ont pas lieu parce qu'on n'aboutit pas jusqu'à l'isolement reproducteur des deux espèces. Et donc, en utilisant de tels modèles où on commence à avoir en fait des sous-populations à l'intérieur de nos espèces, donc on n'a plus des modèles qui sont lignées centrés, mais on a aussi une modélisation à l'intérieur des espèces, on peut représenter des processus tels que ce qui peut se passer, tel que l'effet de la compétition peut avoir sur le processus de spéciation. Donc là, déjà, donc on a un effet on a un effet. Déjà, il faudrait que j'aille dans le bon sens. Donc déjà, on a un effet donc le processus de compétition va agir en fait sur le modèle par son effet sur la valeur des traits. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a un effet de la compétition sur l'extinction, donc avec sur le déplacement de caractère. Donc on va avoir des lignées qui ont tendance à diverger l'une de l'autre de manière phénotypique par l'effet de la compétition. Donc c'est ce qu'on voit là. On a des déplacements de caractère d'autant plus importants qu'on a des différences phénotypiques faibles entre les espèces. Donc on va avoir tendance à avoir une divergence de caractère. Ensuite, on a un effet du déplacement de caractère sur la spéciation, et cette fois, donc c'est pas sur l'initiation de la spéciation qui, elle, peut être complètement indépendante des caractères. Par exemple, si c'est un phénomène allopatrique, mais par contre, après, on a un effet du déplacement de caractère, donc de la différence phénotypique entre les deux populations sur la vitesse à laquelle la spéciation se termine, donc ce paramètre-là qui est le paramètre qu'on appelle speciation completion, donc le temps que l'on met pour générer des espèces à partir du moment où il y a une initiation de la spéciation. Et enfin, on peut avoir un effet de la compétition sur l'extinction avec, par exclusion compétitive, des taux d'extinction qui sont plus élevés pour des espèces qui sont proches phénotypiquement des espèces avec lesquelles elles sont en compétition, et donc avec des taux d'extinction plus élevés pour les espèces qui sont phénotypiquement proches. Donc, ce qu'on a pu voir, en fait, c'est on a pu en fait générer cette attendue théorique ou verbale qui avait comme quoi on s'attendrait à ce que les taux de diversification diminuent au cours du temps dans un processus comme ça de radiation adaptative où la compétition a un effet sur le déplacement de caractère, sur l'extinction et sur les vitesses de spéciation. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on voit ce processus de diminution des taux de spéciation, même si on se met dans le cas où il n'y a pas de barrière à l'espace des traits qui peut être exploré par les espèces. Donc, on voit que cet attendu théorique, il est bien retrouvé par notre modèle.
Et par contre, on voit aussi que les modèles qu'on a actuellement, donc là c'est le type de modèle que je vous ai montré, où on a par exemple des modèles qui vont essayer de voir est-ce que les taux diminuent au cours du temps, ou est-ce qu'on voit de la diversité dépendance, etc. Ils n'arrivent pas en fait à détecter cette décroissance. Donc, en tout cas, oui, avec les modèles actuels, on a nos modèles statiques que l'on a. Donc, même si notre modèle génère une décroissance des taux, on n'arrive pas à la voir dans les phylogénies reconstruites. Et ici, l'explication, c'est qu'on a l'extinction qui enlève ce signal de décroissance des taux de spéciation. Et donc, on voit en présence d'extinction, on n'arrive pas à voir l'effet de la compétition sur la décroissance des taux de spéciation. Donc il y a encore pas mal d'hypothèses possibles, et en particulier l'hypothèse de la température telle que je vous l'ai montré, qui peuvent expliquer potentiellement qu'on a une décroissance des taux de spéciation au cours du temps. Ce n'est pas forcément une marque de différenciation des niches et de radiation adaptative, mais il peut y avoir plusieurs explications encore à ce patron qu'on voit de manière répétée dans la nature où on a une décroissance des taux de spéciation. Alors, en gros, aussi, le message qu'il y a sur ces modèles-là, ou le test de ces théories à partir de données phylogénétiques, c'est qu'on n'est pas encore à l'état où on a des modèles où on arrive vraiment à bien tester ces hypothèses. Et en particulier, le modèle qu'on a développé, pour l'instant, on n'a pas de moyens statistiques d'ajuster ce modèle aux données. Et là, on peut penser qu'avec l'arrivée des techniques d'intelligence artificielle, où on va pouvoir arriver à construire de tels modèles, et qui ne restent pas en fait des modèles purement théoriques et des modèles de simulation, mais qu'on puisse vraiment ajuster aux données telles qu'on l'a fait pour d'autres modèles, de façon à vraiment pouvoir tester les hypothèses sur des données réelles et comparer les différents modèles aux données réelles. Mais pour l'instant, on n'a pas encore cette possibilité-là. C'est en train d'être développé. Alors pour tester des théories, on va dire, encore plus qui impliquent encore plus de modélisation complexe, telles que les théories évolutives qui prédisent des effets des interactions mutualistes ou antagonistes sur les taux de spéciation et d'extinction. Ça reste très peu testé par ces modèles. Donc on a des approches contournées de tests indirects, mais donc il y aurait besoin en fait de modéliser l'émergence écoévolutive de réseaux d'interaction avec leur phylogénie associée, et ensuite de construire les approches statistiques qui permettent d'ajuster ces modèles aux données pour vraiment, encore une fois, pouvoir faire des tests robustes de ces théories sur les données phylogénétiques et de réseaux qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc là, pareil, on a commencer à développer des modèles, mais qui sont purement des modèles de simulation, qui nous permettent un peu de tester quels sont les attendus des interactions mutualistes, antagonistes sur les taux de diversification, mais on n'est pas encore capable d'ajuster ces modèles aux données empiriques. Donc là, je vais passer encore rapidement sur ce modèle-là, donc juste pour que vous gardiez en fait le message qu'on est capable de régénérer en fait ces processus d'émergence écoévolutive de réseaux d'interaction avec phylogénie associée pour tester certaines hypothèses sur les effets du mutualisme ou de l'antagonisme sur les taux de diversification, mais qu'on n'est pas capable de tester directement ces modèles sur des données empirique. Pour passer à la dernière partie de ce dont je voulais parler, alors je suis un peu juste en temps, mais j'ai quand même envie de le faire parce que ça relie un petit peu ce que vous avez vu ce matin sur les processus de spéciation à ce dont j'ai parlé, donc plus les taux de spéciation et d'extinction. Donc pour l'extinction, en fait, c'est simple. Donc on peut se demander, ok, bon, les taux de spéciation et d'extinction varient entre lignées, et potentiellement on a des facteurs abiotiques, biotiques et des traits spécifiques aux espèces qui peuvent influencer ces taux. Mais encore une fois, de manière proximale, comment est-ce que ces différents facteurs influent sur les taux de spéciation et d'extinction? Alors pour l'extinction, c'est facile, parce que l'extinction, c'est juste la disparition de tous les individus. Donc il suffit qu'on ait des effets d'environnement
environnement abiotique ou biotique ou d'effets ou de traits spécifiques des espèces qui influent sur la démographie. Et on va pouvoir expliquer pourquoi est-ce que, je ne sais pas, moi, mettons, quand il y a des températures plus élevées, potentiellement, cette population qui est mal adaptée à des températures élevées va s'éteindre. C'est facilement compréhensible. Par contre, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de comprendre comment est-ce que ces différents processus peuvent influencer sur les taux de spéciation. Et donc, comme vous l'avez vu avec le cours de Tatiana, déjà comprendre la spéciation et comment elle se passe, déjà c'est compliqué. Donc, le processus, on ne le comprend pas encore très bien. C'est une recherche qui est active et donc il y a beaucoup de choses encore qui sont inconnues. Mais en gros, donc, le focus un petit peu de la recherche dans ce domaine, c'est d'essayer de comprendre en fait, comment évolue l'isolement reproducteur. Donc, c'est ce qu'on a vu, qu'on soit en spéciation allopatrique ou sympatrique. Donc, ce qui est important à un moment donné, c'est qu'il y ait évolution de l'isolement reproducteur, à partir duquel on va pouvoir donc, avoir le processus de spéciation qui est vraiment complet. Et donc, ce qui a été fait un petit peu dans le domaine, en fait, c'est de voir finalement quand les gens qui travaillent sur la spéciation focalisent sur ce processus d'isolement reproducteur, est-ce qu'on explique vraiment, est-ce qu'on arrive à expliquer les variations des taux de spéciation? Donc, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il y a certaines espèces qui sont plus à même de générer de l'isolement de reproducteurs que d'autres? Est-ce qu'on peut expliquer les taux de spéciation par des différences dans la vitesse d'évolution de l'isolement reproducteur? Et donc, ce qui a été fait, c'est sur certains groupes comme les drosophiles, où il y a eu pas mal d'études sur l'évolution de l'isolement reproducteur, en fait, et comme on arrive d'une autre façon à estimer les taux de spéciation par les méthodes que je vous ai montrées, en fait, de regarder la corrélation simplement entre les vitesses d'évolution de l'isolement reproducteur qui ont pu être mesurées chez des organismes tels que les drosophiles et les oiseaux, et ces taux de spéciation qu'on peut estimer à l'échelle macroévolutive. Et donc, finalement, il n'y a pas vraiment un support important, donc on aurait pu s'attendre à voir que sur les espèces où il y a une évolution rapide de l'isolement reproducteur, on a des taux de spéciation plus élevés, donc on aurait pu s'attendre à avoir cette jolie corrélation entre taux de spéciation et évolution de l'isolement reproducteur, mais en fait, alors ça arrive, là, ici, il y a le cas où on voit une association positive entre, alors c'est pas vraiment l'isolement reproducteur, mais c'est la différenciation génétique entre populations et les taux de spéciation, mais il y a aussi pas mal de cas, en fait, où ici, on ne voit pas de corrélation entre évolution de l'isolement reproducteur et taux de spéciation, et ici aussi, pas de lien entre isolement des populations et taux de spéciation chez les squamates. Alors, nous, on a fait une étude dans cette direction-là où ce qu'on a essayé de voir, c'est de caractériser en fait la corrélation entre diversité génétique sur un grand groupe d'espèces. Alors ici, on a pris les mammifères et les taux de spéciation. Alors, je vais vous passer les détails parce que je n'ai plus trop le temps. Mais donc, comme je vous l'ai dit, on arrive en fait à estimer les taux de spéciation à l'échelle de l'ensemble des mammifères. On peut maintenant on a accès à certaines données génétiques qui permettent aussi d'estimer la diversité génétique à l'échelle de grands groupes d'espèces, donc ici à l'échelle des mammifères. Et donc on a caractérisé la relation entre les deux, et alors là on ne trouve pas en fait un manque d'association ou ni notre relation positive à laquelle on aurait pu s'attendre, mais au contraire, ce qu'on voit, c'est à travers l'ensemble des familles de mammifères et pour les mammifères dans leur entier, une relation négative assez significative entre taux de spéciation et diversité génétique. Donc, on peut se demander d'où vient cette association. On a pu se dire que c'était peut-être un effet indirect de certains traits d'histoire de vie, où on aurait des traits d'histoire de vie qui affectent la diversité génétique et qui affectent les taux de spéciation de manière opposée, ce qui générait cette corrélation négative. Mais on n'a pas trouvé en fait de tel support pour une association entre traits d'histoire de vie et taux de spéciation, en tout cas tous ces traits qu'on a pu regarder.
Et donc, on peut se demander, oui, effectivement, d'où vient cette association. Et tout ça, c'est des choses qui restent à comprendre. Donc, on a plusieurs hypothèses. Le fait que ça soit la spéciation elle-même qui limite en fait la diversité génétique plutôt que ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire que la diversité génétique qui va limiter les taux de spéciation. Il y a aussi l'hypothèse que, en fait, nous, on s'attendait à ce que une hypothèse qu'on avait, c'était que des populations qui sont géographiquement structurées vont avoir des diversités génétiques plus élevées parce qu'il y a plus de polymorphisme, mais il y a certains attendus théoriques qui disent que en fait, la diversité génétique serait plutôt plus faible que plus élevée quand il y a de la structure géographique. Donc ça serait aussi une possibilité où il y a effectivement à ce moment-là, il y aurait une relation entre structure géographique des populations et taux de spéciation, mais la diversité génétique serait plus faible dans des populations géographiquement structurées. Et finalement, la troisième hypothèse, c'est une hypothèse qui a été avancée en fait pas par nous, mais par une publication récente de gens qui s'intéressent au modèle de spéciation et qui ont proposé en fait ce qu'ils ont appelé le modèle démographique de la spéciation, où ils avancent l'hypothèse que la démographie, donc les tailles des populations, pourraient avoir une influence plus importante que ce que l'on pense sur les probabilités d'accumuler des incompatibilités et donc d'arriver à un isolement reproducteur. Et donc dans ce cas-là, on s'attendrait effectivement à avoir une corrélation négative entre taux de diversification et diversité génétique, parce qu'on s'attend à avoir des taux de spéciation, des spéciations plus rapides chez des espèces qui ont des tailles de population faibles. Donc, je vais terminer parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais ouais, il y a donc pas mal de choses dont je voulais vous parler donc sur les difficultés de relier tous ces processus microévolutifs de spéciation au taux de spéciation macroévolutif tel qu'on peut le mesurer à partir de phylogénie moléculaire. Mais bon, c'est quelque chose qui commence à être fait dans le domaine. Et en gros, ici, c'est un peu la même conclusion qu'il y a en fait sur le test des effets biotiques sur la diversification. En gros, on manque vraiment d'outils. Donc, on fait des corrélations, corrélations entre isolement reproducteur, taux de spéciation, et corrélations entre diversité génétique, taux de spéciation. Mais on manque vraiment de modèles plus mécanistes en fait qui permettent de relier tous les processus démographiques, de génétique des populations et de modèles de spéciation à des modèles macroévolutifs tels qu'on les utilise en macroévolution pour estimer les taux de spéciation. Et en fait, nous, quand on a nos modèles, donc le taux de spéciation, l'événement spéciation, c'est quelque chose qui est instantané, qu'on mesure simplement avec un taux. Et donc là où on pourrait commencer à arriver en fait à relier ces deux aspects, c'est vraiment en séparant en fait dans le processus de spéciation un processus d'initiation de la spéciation à partir duquel on a des populations isolées et où on peut avoir l'évolution de l'isolement reproductif jusqu'à la complétion de la spéciation. Et en fait, tous les processus démographiques et de génétique des populations peuvent alors être modélisés dans cette partie-là, donc qui va entre l'initiation de la spéciation et la complétion de la spéciation. Et à ce moment-là, on peut voir vraiment, on peut commencer à essayer de comprendre quelle est, dans ces trois grandes étapes de la spéciation, quel est celui qui limite vraiment les vitesses, le taux de spéciation, les événements de spéciation à l'échelle macroévolutive, et donc finalement comprendre pourquoi il y a des différences d'espèces si importantes entre groupes d'espèces. Donc voilà. Donc les conclusions. Donc il y a une grosse variation des taux de spéciation à travers les lignées, des spéciations et d'extinction entre les lignées qui peuvent expliquer les différences de richesse spécifique entre groupes. On peut relier ces taux assez facilement avec les modèles à des traits spécifiques des espèces ainsi qu'à certaines conditions abiotiques du passé. Pour les interactions interspécifiques, on manque encore pas mal d'outils.
Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Et puis, pour comprendre quels sont les processus à l'échelle microévolutive qui vraiment limitent le processus de spéciation, ça reste encore vraiment une frontière de recherche, une frontière qui vraiment commence en fait. C'est même pas qu'elle est active, au moins la spéciation, les gens ont travaillé dessus depuis des années, ça continue à être un gros problème, mais ce lien-là entre taux de spéciation tel qu'il est mesuré à l'échelle macroévolutive et les processus de spéciation dont vous a parlé Tatiana, c'est vraiment quelque chose qui émerge aujourd'hui et pour lesquels on a très très peu d'outils théoriques pour arriver à des conclusions, pour aboutir. Voilà. Merci.